Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Non, ce n'est pas votre télé qui fait des siennes. Pierre et moi, on essaie de se mettre dans la peau des quantas. Comme dans Xenius, on ne recule devant aucun défi, on va tenter de vous expliquer en 26 minutes chrono le monde des quantas. Autrement dit, de l'infiniment petit. Et vous allez voir que pour comprendre, il faut savoir remettre en cause notre vision des choses. Ils sont parmi nous, ils sont en nous, et pourtant, ils ne se comportent pas du tout comme nous. Les quantas obéissent à des lois physiques bien particulières. Ils révolutionnent tout notre système de pensée. La mécanique quantique est l'une des théories les plus importantes de notre époque. Pourtant, elle reste méconnue, contrairement à la théorie de la relativité d'Einstein. Alors pour y remédier, on va à Garching, près de Munich, le repère des physiciens quantiques les plus célèbres d'Allemagne. La mécanique quantique passionne les physiciens du monde entier. À l'Institut Max Planck d'optique quantique à Garching, on a une bonne longueur d'avance dans ce domaine. Voici comment nous nous représentons le monde, comme un verre de chocolat chaud. On passe continuellement et de manière fluide de l'état de vide à l'état de plein. Pour nous, le monde est donc un continuum. Mais le monde n'est pas aussi lisse et aussi simple qu'on peut le penser. Si on le regarde d'un autre point de vue, le monde ressemble plutôt à ça. Tout est particules, tout est quantum. Le chocolat, la lumière et même l'énergie. Tout est divisé en portions, tout est composé de quanta. Et maintenant, mesdames et messieurs, il va falloir vous accrocher. C'est parti pour un voyage dans l'histoire de la physique quantique. Il se peut que quelques détails vous échappent, mais ne vous inquiétez pas. Au début, Albert Einstein aussi a eu des doutes. Comme la bonne vieille physique classique était facile à comprendre. À l'époque, il a suffi d'une pomme à Newton pour acquérir une renommée mondiale. Il y a environ un siècle, de nombreux physiciens pensaient que la physique était une affaire classée. Grâce à elle, on pouvait expliquer les pommes, la Terre, en un mot, tout. Selon eux, le monde était prévisible et il ne restait que quelques petits problèmes à régler. 3 fois rien. Un physicien va leur donner tort. Cet homme, qui étudie un de ces fameux petits problèmes, va devenir, sans le vouloir, l'un des pères de la physique quantique. Son nom, Max Planck. Das Glück des Forschers besteht nicht darin, eine Wahrheit zu besitzen, sondern die Wahrheit zu erringen. Und in diesem fortschreitenden, erfolgreichen Suchen nach der Wahrheit, da liegt die eigentliche Befriedigung. Le monde autour de nous est multicolore et en mouvement constant. À première vue, la physique classique suffit à le décrire. Mais si l'on y regarde de plus près et que l'on se place au niveau de l'atome, force est de constater que la physique classique du 19e siècle se heurte à ses limites. Car les particules minuscules du microcosme se comportent tout autrement que les grands objets du macrocosme. On parvient à expliquer certains phénomènes isolés au niveau de ces petites particules, mais il manque encore à ces explications une base théorique commune. Une étape importante est franchie grâce à Louis de Broglie. Celui-ci développe une théorie selon laquelle les particules peuvent avoir un caractère ondulatoire et inversement que les ondes peuvent avoir un caractère particulaire. Au début du XXe siècle, de nombreux autres physiciens, aujourd'hui célèbres, travaillent pour établir les bases de la mécanique quantique. Aujourd'hui, la mécanique quantique a fait du chemin. De nombreux laboratoires de physique dans le monde planchent sur cette théorie passionnante. Mais retour à la case départ. Comment peut-on se représenter cette dualité onde-particule? Une expérience célèbre permet d'y répondre. Il s'agit de l'expérience dite de la double fente du physicien Thomas Young. Pour comprendre, il faut avoir en tête que la mécanique quantique intervient sur de très petites échelles. Dans la physique classique, une particule sera toujours localisée à un endroit déterminé. En revanche, dans le monde de la mécanique quantique, c'est-à-dire au niveau des atomes, il est tout à fait possible que ces atomes ne soient plus localisés à un endroit, mais qu'ils se propagent comme une onde classique, aquatique,
qui peut osciller en plusieurs endroits en même temps. Dans l'expérience de la double fente, où l'on dispose donc de deux fentes, je peux envoyer l'atome en direction des deux fentes et le faire passer en même temps par les deux trous. Et comme l'atome possède un caractère ondulatoire, on se retrouve ensuite avec deux ondes qui se superposent, bien qu'on n'ait qu'un seul atome. On obtient donc une interférence. Cela n'a jamais été observé dans le monde classique parce que les particules classiques passent toujours soit par la fente de gauche, soit par la fente de droite, mais ne peuvent jamais passer par les deux fentes en même temps. La mécanique quantique repose sur des probabilités. Comme lorsqu'on lance un dé. On ne peut jamais dire avec précision sur quelle face le dé va tomber, mais seulement prévoir une certaine probabilité. En mécanique quantique, c'est la même chose avec les ondes attachées aux particules. Elles renseignent sur la probabilité que les particules se trouvent à tel endroit. Une probabilité et non une certitude, contrairement à la pomme de Newton dans la physique classique déterministe. Les mathématiques de la mécanique quantique sont acceptées par la majorité des physiciens. En revanche, ce que ces symboles mathématiques décrivent fait aujourd'hui encore l'objet de nombreux débats. Zum Abschluss, zum Endgültigen werden wir nie kommen. Das wissenschaftliche Arbeiten wird nie aufhören. Es wäre schlimm, wenn es aufhören würde. Denn wenn es keine Probleme mehr gäbe, dann würde man die Hände in den Schoß legen und den Kopf zur Ruhe und würde nicht mehr arbeiten. Und Ruhe ist Stillstand und Ruhe ist Tod. Mais la physique classique possède aussi son lot de phénomènes non expliqués. Pourquoi la pomme tombe-t-elle ? Qu'est-ce que la pesanteur ? Autant de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse précise. À l'Institut Max Planck d'optique quantique, des physiciens étudient les propriétés quantiques de la lumière. Le professeur Rempe est l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes en train de travailler ? Eh oui. Professeur Rempe, vous êtes le directeur de l'Institut Max Planck d'optique quantique. Nous avons apporté un livre avec les physiciens quantiques les plus connus. Pouvez-vous nous présenter vos amis ? Max Planck. Oui, en effet. On avait déconseillé au jeune Max Planck d'étudier la physique parce que, soi-disant, tout avait déjà été découvert. Il ne restait plus qu'à calculer 2-3 petites choses et le monde n'aurait plus de mystère. Or, quelques dizaines d'années plus tard, il a découvert la physique quantique. C'est une grande découverte dont il est le seul auteur. Et là, nous avons... Ah, Schrödinger. Schrödinger est célèbre pour son chat. Vers le milieu des années 30, Schrödinger a montré que les chats pouvaient, selon les lois de la physique quantique, être simultanément morts et vivants. Et ça n'a pas troublé que M. Schrödinger. Et là... Là, c'est Werner Heisenberg. Il est connu pour sa relation d'incertitude, selon laquelle on ne peut pas mesurer simultanément et avec précision la position et l'impulsion d'une particule. Ah, et voici Madame Merkel. Angela Merkel est une physicienne de renom. C'est aussi une physicienne quantique. Elle a écrit de très brillants articles qui font aujourd'hui encore référence. La physique quantique, ça sonne pour nous comme de la science-fiction alors qu'elle a été découverte par nos arrière-grands-parents aux alentours de 1900. Quel état d'esprit régnait alors ? On sortait de l'époque de la machine à vapeur. Cette invention avait remporté un grand succès et elle a marqué tout le 19e siècle. Presque tout avait été expliqué, ou disons plutôt qu'on croyait pouvoir tout expliquer. Il ne restait que quelques petites questions en suspens, quelques questions minuscules. Par exemple, celle du spectre de la lumière. Cette question restait entière et a, en définitive, amené à la révolution quantique. Dans quelle mesure la mécanique quantique a-t-elle modifié notre regard sur le monde ? La vision classique du monde était une vision déterministe. On pouvait alors calculer, tout du moins en principe, tout ce que l'on voulait. Ce n'est plus le cas avec la physique quantique. Si je place une petite particule quelque part, à un endroit donné, je peux calculer les probabilités qu'elle a d'aller à tel ou tel endroit. Mais je ne peux jamais dire précisément où elle va aller. La notion de hasard entre en jeu, ce qu'Einstein a refusé d'accepter dans un premier temps et qui lui a fait dire cette phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé ».
En tout cas, on se rend bien compte que la physique quantique a ouvert de nouvelles portes. Mais je crois que Dörte et moi avons besoin de toute urgence d'un cours de mécanique quantique pour débutants. C'est parti. Université de Stuttgart. C'est ici que le physicien Tilman Pfau effectue avec son équipe des recherches en optique quantique. C'est un spécialiste du monde des quantas et de ces étranges phénomènes qui contredisent si souvent notre expérience de tous les jours. Avec son aide, nous voulons essayer de nous approcher de ce monde de l'infiniment petit et de mieux le comprendre. Il y a des gens qui disent « Quand on a des visions, il faut se faire soigner ». Or, les physiciens entrent dans cette catégorie. Ils doivent développer une vision, avoir une pensée en avance de plusieurs dizaines d'années, et ne pas avoir seulement en vue les applications des 2-3 prochaines années. Pour les profanes, ceci ressemble à un enchevêtrement de miroirs et de lentilles. Pour Tilman Pfau et son équipe, il s'agit d'un laboratoire d'optique quantique tout à fait ordinaire. Mais en quoi est-ce si passionnant ? La mécanique quantique est la physique la plus moderne dont nous disposions. Par moderne, entendons-nous. La mécanique quantique existe depuis 100 ans. Mais elle nous réserve néanmoins toujours de nouvelles surprises. Et la majeure partie des physiciens travaillant dans les laboratoires de recherche étudient les phénomènes de mécanique quantique parce que c'est là qu'il reste le plus de découvertes à faire. Il existe en mécanique quantique un effet qu'on appelle effet tunnel. Je vais d'abord vous l'expliquer de manière classique. Si on lance une balle contre un mur, elle va évidemment rebondir. En mécanique quantique, en revanche, il est possible, bien que ce ne soit pas permis énergétiquement parlant, que cette balle franchisse le mur et réapparaisse de l'autre côté, ce qui n'arriverait jamais en mécanique classique. Évidemment, la mécanique quantique se heurte aux limites de la nature classique. On s'attendrait à ce que la balle classique passe à travers le mur. Le problème, c'est que la probabilité se réduit fortement avec le nombre de particules. Ça marche pour un atome, pour deux c'est déjà plus improbable, et pour une balle qui se compose de nombreux atomes, cela n'arrive simplement jamais. Autrement dit, on n'en fera jamais l'expérience. On aura beau lancer la balle contre le mur autant de fois qu'on veut, elle ne le traversera jamais. La mécanique quantique ne peut jamais être précise. Elle ne travaille qu'avec des probabilités, comme lorsqu'on lance un dé. Un pilier fondamental de la mécanique quantique est la relation d'incertitude, selon laquelle je ne peux pas connaître simultanément et de manière exacte la position et la vitesse d'une particule. Dans notre monde classique, je peux dire avec précision « tel objet se trouve à tel endroit et se déplace à telle ou telle vitesse ». En mécanique quantique, en revanche, ce n'est pas possible. Si on se place à l'échelle atomique, c'est comme si l'atome, pour ainsi dire, se propageait et avait une probabilité de se trouver à tel ou tel endroit et de se déplacer à telle ou telle vitesse. Probabilité ? Valeur moyenne ? Un concept qui peut sembler très flou au premier abord, mais qui a fait ses preuves au cours des 100 dernières années. Car jusqu'à ce jour, aucune expérience n'a réfuté la mécanique quantique. En route pour le laboratoire quantique. C'est ici que le professeur Rempe étudie avec son équipe le comportement des atomes et des photons, les particules les plus petites qui existent. Comment ? Grâce au laser. Sur l'écran, on peut même voir les objets analysés. Ici, ce sont des atomes. Il existe donc manifestement deux mondes parallèles, celui des minuscules et mystérieux quantas et le nôtre, celui des hommes. Mais nous sommes aussi constitués de quantas. Alors, les lois de la physique quantique sont-elles également valables pour nous? Quand commence le monde quotidien et quand s'arrête celui des quantas? Nous, physiciens quantiques, sommes évidemment persuadés que la physique quantique est la véritable physique, parce que les particules uniques suivent les lois de la physique quantique. Comment passe-t-on de la physique quantique à la physique classique, c'est-à-dire au monde quotidien? Là, la question reste entière. Si maintenant je fais tomber ce crayon relativement concret, Non. Mécanique quantique ou physique de tous les jours?
J'aurais tendance à traiter cela sous l'angle de la physique de tous les jours, car le crayon est un objet physique relativement important. La physique quantique a été développée pour de petits systèmes, pour des particules uniques, en petits nombres. Par exemple, les atomes uniques sont représentables sous forme d'ondes. C'est ce que nous avons appris lors de la première révolution des quantas. Les particules sont des ondes et les ondes sont des particules. La seconde révolution des quantas a lieu en ce moment. Pour ce faire, nous avons besoin des outils de la première physique quantique. Les voici. Mais ce que nous voulons faire maintenant, c'est étendre les concepts qui ont été développés en physique quantique à de grands systèmes. Nous voulons entrelacer les particules entre elles, passer d'une particule à 2, 3, 4 particules pour finalement construire une unité mécano-quantique. C'est là que la physique quantique devient vraiment passionnante. En route pour la seconde révolution quantique. Le professeur Rempe voudrait la réaliser avec les outils de la première révolution, comme ce laser. Mais au fait, comment fonctionne un laser? On ne peut plus s'en passer. Aux caisses des supermarchés pour les codes barres, à l'aéroport pour l'identification des bagages, dans l'industrie avec les machines à découper, et même à la maison avec le lecteur de CD. Les lasers sont partout. Le premier laser a été construit en 1960. Dans un premier temps, on ne voit pas d'application possible pour cette invention, en dehors des laboratoires de recherche. Le principe du laser repose sur l'amplification de la lumière par ce qu'on appelle l'émission stimulée. Lorsqu'un atome à l'état dit fondamental absorbe un photon, c'est-à-dire une particule de lumière, il se retrouve dans un état dit d'excitation. En émettant le photon absorbé, il peut revenir à son état fondamental, puis de nouveau être excité. Grâce à la stimulation ciblée du processus d'émission, les photons émis ont tous les mêmes propriétés. La lumière laser est particulière. Elle est pratiquement monochromatique et on peut la focaliser très facilement. Aujourd'hui, la recherche sur les nouvelles technologies laser se poursuit et on peut encore obtenir le prix Nobel grâce à elle. C'est le cas du physicien allemand Theodor Hensch. La technique qu'il a mise au point devrait contribuer à l'augmentation du taux de transmission des données dans les réseaux à fibre optique. On peut y parvenir en utilisant plusieurs couleurs en même temps, que l'on doit cependant pouvoir distinguer et discerner. Grâce à notre technique, il sera possible à l'avenir d'utiliser pour la transmission d'informations des centaines de milliers de couleurs différentes en même temps. Les peignes dits de fréquence optique sont des sortes de règles ultra précises avec lesquelles on peut mesurer aussi bien les fréquences des ondes lumineuses que les intervalles de temps. La recherche fondamentale nous promet encore de nombreuses découvertes passionnantes, des découvertes qui conduiront au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits appelés à révolutionner notre quotidien, comme le laser. Professeur Rempe, pour vous le laser n'est plus tellement spectaculaire. En revanche, la seconde révolution des quantas, oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? La seconde révolution des quantas a lieu, entre autres, dans cet appareil. Il paraît très mystérieux comme ça, mais il fait en réalité quelque chose de très simple. Il peut piéger, c'est-à-dire retenir, un atome unique sur une période de temps très longue. En éclairant cet atome unique avec une lumière laser, nous pouvons inscrire de l'information dessus. Des informations sur l'atome, vous voulez dire comme une propriété? Oui, je peux imprimer sur l'atome une propriété. Par exemple, je peux sauvegarder dans l'atome une recette de cuisine simple. Et que fait-on d'un atome avec une recette de cuisine? On peut d'une part sauvegarder la recette de cuisine et d'autre part la lire sur un photon. Le photon sortira de cet appareil, de cette fibre optique, et arrivera dans un second appareil. Dans ce second appareil se trouve un second atome, exactement comme ici. Et dans cet atome, on pourra lire la recette de cuisine. Et savez-vous comment on peut appeler ça également? La téléportation. À la fin des années 90, une découverte à l'université de Vienne fait sensation. Anton Zeilinger et son équipe parviennent à transférer l'information d'une particule, ce qu'on appelle l'état quantique, vers une autre particule. Une étape majeure dans le développement de l'ordinateur quantique. Mais bien d'autres questions fascinent Anton Zeilinger.
Qu'est-ce que la réalité? Dans quelle mesure existe-t-il une réalité indépendamment de nous? Sur ce point, la physique quantique nous dit qu'il est faux de penser que les choses ont dans tous les cas les propriétés que nous observons avant que nous ne les observions. Autrement dit, c'est l'observation qui produit en partie la réalité. D'où une question fondamentale. Qu'est-ce que le monde extérieur? Quel rôle avons-nous dans le monde? C'est dans un laboratoire souterrain qu'Anton Zeilinger travaille avec son équipe sur de nouvelles technologies de l'information. De cette façon, les systèmes quantiques ne sont pas soumis aux influences de l'environnement. Depuis que les chercheurs parviennent à manipuler les particules de lumière uniques, tout tourne autour d'un phénomène, l'intrication. Deux particules de lumière sont dites intriquées lorsqu'elles sont liées entre elles, bien que séparées spatialement. L'intrication permet la transmission d'états quantiques, autrement dit, la téléportation quantique. Précision d'importance, il ne s'agit pas d'un transfert de matière ou de la particule elle-même dans l'espace, mais seulement de la transmission des propriétés d'un photon sur un autre. Une clé essentielle est le concept de l'information, le concept du savoir. Il s'avère que c'est l'information et non les choses qui est un élément constitutif fondamental du monde. Pour Anton Zeilinger, le monde n'est pas composé de matière, mais d'informations contenues dans un noyau ancré au plus profond de nous. Objectif à long terme, l'ordinateur quantique. Mais pour parvenir à faire communiquer des ordinateurs quantiques sur de longues distances, de nouveaux vecteurs de communication sont nécessaires. L'équipe de Zeilinger travaille avec des collègues de Munich à la transmission de photons intriqués entre deux immeubles situés chacun à un bout de la ville. But de l'expérience, vérifier si la transmission fonctionne sur de grandes distances. À partir de cet observatoire, on envoie deux paires de photons intriqués vers les deux immeubles. La distance est de plusieurs kilomètres. L'expérience a lieu la nuit pour que les physiciens aient une chance de distinguer leurs photons dans l'obscurité. Dans quelques années, ces réseaux dits de cryptographie quantique pourraient bien quadriller toute la planète. Et c'est ici précisément qu'on pose les premières bases de cette transmission des données ultra sécurisée. Notre but ultime est de pouvoir communiquer avec ces méthodes quantiques à l'échelle mondiale. Et cela n'est possible que si l'on passe par des satellites. Or, pour rallier un satellite, il faut parcourir quelques kilomètres d'air, puis du vide. Le problème, ce n'est pas le vide, mais les quelques kilomètres d'air. Notre expérience consiste à parcourir les mêmes distances dans l'air, sauf qu'ici, cela se fait à l'horizontale et non à la verticale. Si ça fonctionne ici, au-dessus de la ville de Vienne, cela fonctionnera aussi vers un satellite. Aujourd'hui, nous profitons déjà de quelques effets du monde des quantas. Mais les comprendrons-nous jamais ? Pourrons-nous seulement nous habituer à eux? Bonne question. En fait, on peut s'y habituer sans être obligé de les comprendre. Le défi consiste cependant à les comprendre un jour. Les plus grands savants planchent dessus depuis près d'un siècle et on n'a toujours pas la réponse. Pour moi, cela signifie que les recherches n'ont pas été assez radicales et que nous devons jeter par-dessus bord les concepts qui nous sont chers. Lesquels, je ne sais pas. Mais la voie doit être complètement révolutionnaire. Même si nous ne comprendrons peut-être jamais tout à fait le monde des quantas, nous pourrions au moins mieux utiliser leurs effets. La communication entre des paires de photons, autrement dit la téléportation quantique, est une des bases des révolutions technologiques à venir. La téléportation, ça veut dire qu'à l'avenir, nous pourrons téléporter les gens comme dans Star Trek. Dans Star Trek, on voit des gens disparaître d'un endroit et réapparaître à un autre endroit.
Ça ne se fera pas sous cette forme. On peut téléporter les informations concernant l'état d'une personne, mais pas la matière ou la masse. La masse doit déjà être là préalablement. Et ce sera à nos enfants et petits-enfants de déterminer si nous pouvons vraiment y arriver. Monsieur Zeilinger a terminé en disant que nous devions penser de manière plus radicale. Cela signifie-t-il que la physique quantique est déjà obsolète ? Aucune expérience réalisée jusqu'à ce jour n'a réfuté la physique quantique. Nos grands-pères qui ont inventé la physique quantique nous ont légué un jeu de construction constitué de cubes merveilleux. Nous n'avons pas encore complètement déballé cette boîte. Nous devons, pour ainsi dire, regarder ce qui reste encore à l'intérieur, et peut-être trouverons-nous quelque chose comme Planck autrefois avec son ampoule. Maintenant, on est des experts en physique quantique. J'ai été très content de vous rencontrer. Merci infiniment. Un petit quantum ? Non, merci. D'après le professeur Rempe, il faudra patienter encore un peu pour la téléportation. Pour l'instant, elle est réservée à la télévision et au cinéma. Ça tombe bien, on est à la télé. Au revoir. Au revoir.